Je crois, bonjour Esther Tellerman, que vous avez entendu, je ne sais même pas si les personnes qui nous écouteront, car cet entretien est enregistré, entendront ce mot en anglais qui nous dit que nous sommes enregistrés. Alors, l'enregistrement de 31 minutes évidemment symbolique, puisque vous n'êtes pas au numéro 31, mon cabinet est au numéro 31. Heureusement, comme l'a dit un de nos collègues, je ne vais pas encore déménager au numéro 7, ça ferait des séances très courtes. Non, il s'agit d'un échange à distance après ces rendez-vous du 44, où nous avons eu la joie, par exemple, d'accueillir quelqu'un. Je mets notre compte à rebours pour qu'on reste un petit peu dans les 31 minutes, un peu comme une émission de radio sans publicité, voilà, et sans être effectivement journaliste. Donc, je suis psychanalyste, mais j'ai la particularité de partager avec toi, avec vous, on va rester sur le vouvoiement, même si on se connaît depuis quelques années, et on s'apprécie également par rapport à notre proximité du champ poétique. Je dis du champ poétique large me concernant. Pour vous, Esther Tellerman, vous êtes poète et psychanalyste. On retrouve même dans votre dernier livre, alors dernier livre au pluriel, c'est assez intéressant ça, puisque nous sommes au mois de mai et vous êtes les 31 minutes dont j'ai décidé d'éclairer la publication non pas simplement d'un ouvrage, mais de 12 ouvrages, écrivaine, poète et psychanalyste. Le premier, donc, c'est celui-ci que je montre, mais surtout dont je vais prononcer le titre et le sous-titre. Ça s'intitule Toujours l'artiste nous précède, Lacan, l'art, la littérature. C'est chez Campagne Première. Et puis, un autre ouvrage qui a fait l'objet également de présentations publiques en physique, dans des librairies ou dans des institutions pour le premier, dans le second, qui vient de sortir chez l'éditeur, dans lequel vous avez déjà publié Choix de poèmes. C'est une anthologie. Alors, Esther, merci beaucoup de me faire confiance. 31 minutes, c'est assez court et habituellement, lorsque on présente généralement, d'ailleurs, vous l'avez bien relevé la dernière fois où j'ai pu t'écouter à l'Association lacanienne internationale, avec une présentation d'un psychanalyste psychiatre concernant cet ouvrage, Toujours l'artiste nous précède. Gérard Amiel a, je dirais, avec la sensibilité qui lui est propre en tant qu'analyste, psychanalyste, psychiatre, mais qui s'intéresse à l'œuvre d'art, a pu nous faire entendre depuis le champ analytique, c'est-à-dire depuis des gens qui s'intéressent à la psychanalyse, quelque chose qui ne recouvre pas uniquement la psychanalyse dans Lacan, l'art, la littérature, toujours l'artiste nous précède. Donc l'enjeu dans ces 31 minutes, ça sera peut-être de faire sentir cette oscillation qui pour toi est très importante, sans en dire et sans en définir une technique, votre technique poétique, non, il y a un style Esther Tellerman, hein, vous êtes une poétesse à part entière, une poète, et également une psychanalyste reconnue au sens où vous recevez des patients, donc vous avez des lectrices, des lecteurs, vous faites des lectures, et en ça, il est très délicat, et c'est ça qui me semble fondamental, de quelle manière l'art est souvent convoqué, donc en tant que psychanalyste, mais pour vous, vous pourriez dire que la psychanalyse est convoquée également en tant que psychanalyse. Ça fait déjà beaucoup de paroles me concernant. J'ai envie de vous proposer qu'on commence directement par cet ouvrage, Toujours l'artiste nous précède, parce que en fait, j'ai évoqué une association, l'association lacanienne internationale. L'ensemble de ces textes sont regroupés après des communications que vous avez données en partie dans ce groupe, dans cette école, dans cette association dont vous êtes membre et dans lequel vous avez beaucoup œuvré en invitant également des poètes, des chercheurs en philosophie et également des artistes. La première chose, j'ai envie de vous dire merci pour l'illustration en couverture qu'on retrouve à l'intérieur, c'est assez subtil et peut-être que j'ai envie de te poser cette question comme ça, qui peut être assez surprenante, sachant que déjà après la présentation, il y a 15 jours, chers collègues, je dis, mais je n'ai pas vu où était écrit effectivement la personne dont l'œuvre est présente dans ce livre deux fois. C'est-à-dire, François Rouen vous a proposé cette œuvre, ou en tous les cas, vous avez sollicité François Rouen, que vous avez déjà invité, donc vous avez déjà travaillé avec lui, en couverture, et on la retrouve en noir et blanc. Alors, c'est une idée qui me vient comme ça. Lacan, l'art et la littérature, au-delà de ces communications, font sens maintenant dans un livre, tout livre ne faisant pas sens, en bon lacanien, comme par exemple les écrits de Lacan,
Qu'est-ce qui passe du noir et blanc à la couleur? Est-ce qu'il y a une nouvelle dimension d'un seul coup, au-delà de plusieurs termes très précis que nous allons évoquer, de la même manière, et j'en terminerai là, ça fait déjà beaucoup pour une petite présentation que je voulais. Un film, inframince, dirait Duchamp-Lacanien, inframince, dirait Duchamp. J'ai eu la chance d'avoir invité Catherine Millot pour l'un de ses derniers ouvrages il y a quelques années, sur 44 minutes, et vous reconvoquez Catherine Millot à l'intérieur de cet ouvrage. Et pourtant, vous nous en dites autre chose sans que ce soit un commentaire de texte. Il y a une création et je dirais un enjeu, on pourrait dire dans l'après-coup, qui fait sens, comme la poésie. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant ah, ça y est, j'ai l'illumination qui arrive de l'extérieur vers mon intérieur propre. Donc, qu'est-ce qui éclaire le plus dans cet ouvrage? Toujours l'artiste nous précède. En tous les cas, j'ai quelques pistes. De quelle manière on passe du noir et blanc, qui pourrait être par exemple dire les artistes d'un côté, les psychanalystes de l'autre, ou encore mieux, certains artistes qui sont définis, je dirais, analytiquement, psychiatriquement, comme psychotiques, comme fous. Ce vieux débat qui nous poursuit, nous qui sommes fidèles à Lacan, de quelle manière pouvons créer une infidélité à nos collègues qui posent toujours les mêmes questions depuis Joyce, hein, et pour vous, ce qui est important, c'est de ne pas répéter. C'est bien ça, donc d'éclairer et de mettre en couleur. Peut-être. Bah, écoutez, merci beaucoup, Franck Ancel, de cette présentation et merci de m'avoir invité. Donc, une toute petite précision, cher Franck, le nom de François est bien mentionné. Alors, c'est juste après, il n'y a pas de pagination, c'est juste après la table des matières. Donc, la couverture est bien de François Rouen, Masque de 2023. Peinture à la cire sur papier, 80 cm sur 80 cm. Et en page de garde, François Rouen, masque, 23, peinture à la cire sur papier, 80 cm sur 80 cm, effectivement, en noir et blanc. Donc François Rouen s'est mobilisé vraiment au dernier moment pour me livrer cette couverture et cette page de garde. Et vraiment, je leur remercie. Nous avions fait justement une journée, et vous l'avez dit, avec lui à Lali. Donc, euh, il figure dans ce livre en tant que artiste faisant poids dans la compréhension de la psychanalyse et du réel. Vous le savez, François Rouen a été admiré et soutenu par Jacques Lacan. Voilà, alors c'était une incise. Maintenant, pour vous dire le projet de ce livre, et comme vous passez de la couleur au noir et blanc, ça je ne sais pas. En tout cas, je souhaitais, si vous voulez, étant donné mes publications poétiques et mon parcours désormais poétique, je souhaitais rassembler euh, en un livre, et probablement ce sera le seul et le premier et le dernier, étant donné l'investissement que j'ai en littérature, ce que j'avais construit à Lali, hormis donc les journées avec Bernard Noël, Marcel Cohen, Michel Deguy, François Rouen, Bernard Stiegler, qui étaient évidemment des colloques euh, collectifs. Donc j'avais souhaité rassembler ces différentes interventions que j'ai faites en fait au fil des ans, dont je donne la référence, et ces interventions ont toutes été réécrites, refaçonnées, revues, et de manière très, voilà, je dirais très académique, nous en avons cherché les références dans Lacan. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agissait de rendre hommage pour moi à Lacan, donc de laisser une trace de l'hommage que je lui rends là, en essayant de parcourir, non pas exhaustivement, mais à ma manière, c'est-à-dire à la façon dont je l'ai reçu, je l'ai incorporé, je l'ai mangé, son enseignement qui, sur la littérature, oui, ce n'est pas un enseignement sur la littérature, c'est un enseignement qui essaie d'entendre où est la jonction entre littérature et psychanalyse.
Et je dois rendre hommage aussi parce que peut-être même que c'est l'entrée dans Lacan qui m'a fait trouver le poème. Dans la mesure même où il sort, et ceci dès les années 60, lors même que nous avons connu le structuralisme, nous avons connu des études linguistiques sur la littérature, des études psychobiographiques. Il sort de ces études-là pour indiquer ce qui pourrait faire la spécificité de l'art, c'est-à-dire cette approche d'un impossible, cette approche du réel qu'il essaie de formuler en un tableau, en un poème, en un roman. De formuler, c'est-à-dire évidemment de faire cette tentative de création toujours déceptive, bien sûr, pour l'artiste, puisque le réel ne s'attrape pas. Voilà ce que je dirais rapidement de ce projet. En tous les cas, c'est un projet qui a pu voir le jour grâce aussi à un éditeur. Donc, c'est bien de spécifier effectivement que c'est les éditions Campagne Première, hein, pour cet ouvrage concernant, on va dire, la psychanalyse qui porte sa publication récente. Et Gérard Ramiel, que j'ai évoqué tout à l'heure, signe la postface. Alors, je vous ai directement convoqué sur le noir et blanc, c'est-à-dire les petites lettres sur la page blanche. Bon, enfin, on ne va pas revenir à Mallarmé, on ne va pas passer l'après-midi à parler de la question de la naissance de l'imprimerie ou de la lithographie, de la reproduction, mais tout de suite, effectivement, François Rouen, hein, que vous avez évoqué, qui habite non pas simplement les pages du livre dans lequel il y a des lettres noires sur blanche, mais qui habite la couverture. Mais il y a une citation qui est beaucoup plus discrète à la fin de l'ouvrage, tout à la fin, voilà, sur lequel on pourrait presque passer à côté, puisqu'elle est, je dirais, hors ouvrage, elle est après le dépôt légal, vu que vous nous avez parlé de littérature, et puis de quelqu'un qui a fréquenté indirectement ou directement, intellectuellement, Jacques Lacan, c'est Georges Bataille. Hein, vous avez une citation qui est comme ça, qui n'est pas à la toute fin, hein, qui donne le ton du départ. Et pourtant, si, comme il arrive, tu ne sais pas dire, devrais-tu redouter? Es-tu seul? As-tu froid? Sais-tu jusqu'à quel point l'homme est toi-même, imbécile et nu? Effectivement, dans cette proposition et ce travail, entre guillemets, définitif, sous la forme de ce livre, vous nous ouvrez un champ qui n'est pas directement unique avec une seule réponse, une seule théorie. Ce fameux réel est beaucoup plus vaste, grand R réel ou petit R réel, avec dans vos textes, effectivement, une logique a posteriori qui n'était pas consciente, mais qui est certainement votre inconscient au travail, en tant que poète et en tant que personne qui a traversé la psychanalyse, mais avec un début et une fin, c'est-à-dire en quelque sorte du chapitre 1 au chapitre 11 se déplie quand même un ensemble de communications qui ont des titres maintenant. Qu'est-ce qu'un tableau? Quelques réflexions sur la littérature érotique. Vous voyez comme quoi même s'il n'y a pas d'érotisme dans cette citation de Bataille, elle n'arrive pas là pour rien. Kant avec ça, liberté, égalité, fraternité pulsionnelle, là tout de suite avec éthique pulsionnelle, on se dit bah oui, il doit bien s'agir de psychanalyse. Le dernier, chapitre 11, éthique de la psychanalyse et fin de la cure, à propos de la leçon du 22 juin 1960 du séminaire 7 et des suivantes. Et j'ai bien entendu que pour vous, à la suite, on peut dire, du fondateur, peut-être de cette association lacanienne internationale, le séminaire 7 serait le séminaire, non pas ultime, mais fondamental pour Lacan. Donc Lacan et la littérature, ça c'est le premier, bien évidemment connu par de nombreuses personnes autour de la lecture par Michel Montrellet et Jacques Lacan de l'Olvestein de Marguerite Duras, la matière de la cure analytique, brûler la langue pour ne pas la brûler, pour ne pas brûler, Catherine Mio, la logique de l'amour, une logique de l'altérité, l'écriture littéraire, littérature ou littérateur à propos de la sublimation, présentation et représentation. Donc en fait, on ne peut pas traiter de tous les sujets où l'objet même est littérature. Est-ce que peut-être maintenant,
puisque lorsque j'ai pu vous entendre avec Gérard Amiel, vous avez évoqué l'étude à terre. Ici, il y a bien deux chapitres dont j'aimerais pouvoir entendre un peu plus de votre part, Esther. Ce serait peut-être l'écriture littéraire, littérature ou littéraire. C'est-à-dire que vous revenez sur un texte assez court de Jacques Lacan, voilà, hein, qui n'est pas un séminaire oral, qui est une publication, et vous nous en éclairez là pour quelque chose d'un peu différent. Ça, c'est peut-être, j'aurais peut-être aimé là-dessus. Et puis, qui me semble fondamental, parce que c'est un peu mon dada, voilà, c'est Kant avec Sade. Parce qu'à travers Kant avec Sade, vous nous avez lancé quelques petites choses qui vont un peu à contre-courant, un peu hérétique de l'époque dans laquelle nous sommes, cette époque MeToo, où tout le monde est avec tout le monde ou contre tout le monde. Alors, sans être questionnant, juste peut-être, sans que je vous propose une association libre, de Kant avec Sade ou de littérature, qu'est-ce qu'il vous en reste? Oui, alors c'est très étonnant parce que vous citez au fond deux écrits de Jacques Lacan, alors que évidemment la plupart de ce qui nous est livré, ce sont des transcriptions de l'oral. Donc deux écrits tout à fait énigmatiques, comme vous le savez, et tout à fait, peut-être pas énigmatiques pour certains, en tout cas pour moi, et en tout cas fort difficiles. Voilà. Et peut-être que la difficulté de lecture de ces deux articles participe de l'apport théorique de Lacan sur ces deux points, sur le point de qu'est-ce que la littérature et son rapport avec l'objet petit a, et pour Kant avec Sade, en quoi Lacan a senti le pas incroyable euh, qu'avait fait Sade par rapport aux morales chrétiennes et par rapport à la morale aussi kantienne. En quoi Sade inaugurait et ouvrait à la découverte freudienne. Voilà. Alors, voulez-vous, dans quel ordre voulez-vous que je prenne les choses? Parce que les deux points de vue sont, enfin, les deux articles sont très différents. Encore que, il s'agit et d'un écrit, dans les deux cas, de Jacques Lacan, et à chaque fois de se pencher sur l'écrit qui serait l'écrit littéraire ou l'écrit qui serait celui de Sade, puisqu'il ne s'agit en aucun cas de se pencher sur ce qu'on dirait perversion sadienne, volontiers, qui n'a pas été plus pervers que la plupart des libertins de son temps, mais qu'il s'agit de se pencher sur ce qu'apporte donc sa littérature. Alors, je ne sais pas quelle est votre question sur Litour à terre. Ce qui me semblait important dans cet article, donc, c'était de s'interroger sur la question de la frontière, du littoral, du littoral où il entend que se joue la littérature, la véritable littérature. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne pourrait pas encore s'appuyer sur, sur Jacques Lacan et sur ses élaborations pour comprendre ce qu'est la littérature dans une époque où tout est littérature, c'est-à-dire il suffit de raconter sa vie, il suffit de faire un reportage et d'y mettre roman pour que ce le soit nommé littérature. Donc, évidemment, dans cet article, il n'est pas question pour Lacan de voir là un quelconque effet littéraire, mais l'effet littéraire serait bien celui de nous mettre sur le bord d'une énigme, et je vous pose la question, ce serait l'énigme de la vie et de la mort. Donc vous vous rappelez qu'il parle aussi de ce voyage au Japon où il voit de l'avion euh, des installations nucléaires, ou peut-être il voit là toujours, hein, comme il le fait souvent, ce désir chez l'homme de préparer sa propre fin, ou de la fomenter. Et en cela, il est tout à fait freudien.
hein. Tout cela est dans Malaise dans la civilisation et autres, et effectivement dans l'élaboration de la pulsion de mort. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise sur Litour à terre. Oh, je veux tout savoir, Ah vous savez ben, bien, je veux il tout faudrait que je savoir. reprenne l'article Non, quand non, même. non, Je cher ne l'ai pas Esther, non, mais exactement en tête. je crois que le pari que je tente avec vous dans ces quelques minutes dont nous êtes déjà passé sur l'autre rive où nous sommes passés de la mer à la terre ou de l'autre côté de la montagne, non, c'est que vient d'être pointé. euh, pour tout le monde, bien évidemment, il est acquis que Lacan a eu un enseignement oral, les fameux séminaires avec sa publication. Là, nous avons évoqué, peut-être n'est-ce pas un hasard de ma part, deux éléments qui sont de l'ordre de l'écrit. C'est-à-dire à quelle manière, à un moment donné, le passage, non pas à l'acte, le passage à l'écrit, à l'impression, peut transmettre autre chose que simplement des éléments qu'on va dire anecdotiques, biographiques et même stylistiques. Un peu comme le poème que l'on peut écouter mais que l'on peut lire également, se pose cette question effectivement d'une intransmissibilité de quelque chose qui effectivement en tant que psychanalyste nous parle, mais en tant que poète, soit pour l'écoute de la poésie ou simplement dans l'écriture de la poésie, il ne s'agit pas d'un effet ni de style, ni de volume au sens de publication. Il y a quelque chose là, de cette bordure, qui fait sens et sur lequel vous naviguez. Vous naviguez aisément, non pas en oscillant à l'intérieur de cet ouvrage entre la littérature et la psychanalyse, mais bien dans ce que vous nous avez montré, en essayant d'en tisser autre chose, jusqu'à nous dire et à nous confier, pas simplement maintenant, que c'est certainement la psychanalyse, non pas qui vous a permis d'écrire, mais le poème fait sens autrement à travers votre entrée en psychanalyse. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que souvent ce que certains collègues entendent dans le fameux séminaire 23 de Jacques Lacan sur Joyce, hein, ou l'attente de certaines personnes de rentrer en analyse pour en écrire, pour devenir écrivain, pour devenir célèbre, pour devenir acteur, pour devenir, pourquoi pas, allons-y, pour devenir psychanalyste, pourquoi pas. Donc, j'ai réussi à vous faire sourire, ça c'est le principal, parce qu'il s'agit tout de même, dans quelque chose de très sérieux, de trouver beaucoup de joie. C'est un ouvrage qui se lit par chapitre, mais qui peut se lire de manière continue. Voilà. Et vous avez trouvé également un ton, je dirais, non pas une légèreté libertine, mais vous en arrivez à nous transmettre, à nous faire saisir certains concepts lacaniens, ce qui n'est pas toujours des plus faciles. Ça veut dire que vous en avez fait le tour, mais pas un tour qui serait terminé, qui vous passeriez à autre chose, mais plutôt un retournement. Ce retournement-là, moi j'ai envie de vous dire, n'allons pas plus loin, juste évoquer peut-être cette question. Ce sont deux écrits avec un choix de Lacan de les publier. Les autres séminaires ne sont pas publiés. De quelle manière, là, la psychanalyste qui est poète décide de publier ses poèmes? C'est-à-dire, effectivement, à un moment donné, ils existent. Donc, je ne vais pas vous demander de savoir si vous écrivez, calligraphiez, mais de quelle manière l'existence de cette œuvre poétique prend forme dans un livre. Vous parlez de ma... Je parle de votre pratique en tant que poète. D'accord. C'est-à-dire, Alors, effectivement, juste, Franck, oui, comme bien sûr, bien deux sûr. petits points, parce que vous avez évidemment retenu ces deux articles, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Litour à terre, donc Hmm. l'ordure, hein, le déchet. Vous voyez, mettre la littérature de l'ordre aussi, non pas de l'ordre du sublime, mais de l'ordre du déchet, de l'ordre de l'objet, petit a. euh, Ça, c'est le pas de Lacan dans Litour à terre, c'est-à-dire sortir aussi la littérature de l'idéalisation où on la met. De même, lorsqu'il dit nous ne sommes pas poètes assez, c'est aussi sortir la notion de poète de l'idéalisation où on le met. Et évidemment, dans la sublimation, je le rappelle, Lacan met la sublimation en parallèle avec la perversion. Ça ne veut pas dire qu'il dit que c'est un acte pervers, bien sûr, mais en tout cas, tout cela me semble fort intéressant comme déplacement par rapport à la doxa ambiante, qui est toujours la doxa ambiante d'ailleurs. Et d'autre part, pour Kant avec Sade,
Bien sûr, c'est un article qui veut nous donner de la peine, justement, parce que peut-être nous avons de la peine à comprendre le socle de la découverte freudienne et de la découverte lacanienne. Voilà ce qu'il me semble, c'est-à-dire comprendre, euh, je ne veux pas dire comprendre, entendre, entendre ce socle, c'est-à-dire ce socle serait une appréhension de la psyché humaine, mais pour reprendre un terme, au-delà du bien et du mal. Voilà. Je terminerai sur ces deux articles pour dire le point où peut-être ils peuvent se rejoindre. En tout cas, quant à ma poésie, euh, si je puis l'appeler mienne, je la compose depuis 1980 à peu près, donc j'ai commencé à écrire tardivement. Et je voudrais indiquer que justement, c'est probablement la psychanalyse, ma propre psychanalyse, qui m'a permis de trouver ce chemin vers le poème, lors même que j'étais destiné à des études universitaires. Alors, je ne sais plus quelle était votre question. Elle est Comment? directement dans. Je vais carrément vous proposer, si vous l'acceptez, cette formule de témoignage dans ce que vous venez nous confier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas trouvé à travers votre analyse une technique, comme un coaching, qui peut être Voilà. très honorable pour certaines personnes. Et à travers ça, bien évidemment, hein, c'est en résonance à ce que vous nous avez rappelé précédemment sur ces deux articles publiés. Hein, je doute que l'intelligence artificielle, mais bien que d'autres personnes puissent produire sous cette forme, on peut conceptualiser effectivement, mais à un moment donné, quelque chose est de l'ordre de la chute, de la perte. Vous avez bien rappelé en entendre quelque chose, et c'est bien de ça dont il s'agit. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que votre poésie est en relation, hein, avec quelque chose qui s'est mis au travail, hein, mais elle n'en est pas déterminée ou déterminante à ce sens-là. Hein. Peut-être que on pourrait essayer d'éclaircir ce point. On ne peut pas aborder tous les sujets de la doxa contemporaine. Et vos deux ouvrages, et pas que ces deux ouvrages, il y en a d'autres bien évidemment, mais il y a sur, sur ce littoral, voilà. De quelle manière effectivement ce bord ce n'est pas simplement qu'un chemin de crête dans lequel vous passeriez d'une montagne à une autre, la crête psychanalytique, hop, une fois que vous avez gravi ce sommet pyrénéen, vous transpartez, vous partez avec un sommet alpin et vous êtes sur une autre crête. Non, il y a effectivement quelque chose sur le bord, ou alors peut-être que une face serait la psychanalyse en ce qui vous concerne, et l'autre face serait la poésie. Et en tous les cas, dans une prise que de risque, dans une prise que de risque d'être publié, donc d'être lu. Oui, alors, c'est la crête qui est, peut-être que je dirais, plutôt que la crête, je parlerai de littoral ou de bord, parce que j'ai plus l'impression de descendre que de monter lorsque j'écris le poème. Et d'ailleurs, la forme même du poème que j'adopte euh, va vers un mouvement descendant euh, pour finir par une sorte de pointe un mot qui me semble important, qui est posé. Donc oui, Crète, je ne sens pas d'élation, si vous voulez, en écrivant de la poésie. Ce serait plutôt euh, un retour en soi Mhm. euh, et à la fois une lecture, une sorte, une volonté de lecture de ce qui intéresse l'humain, primordialement, peut-être. Voilà. Et en tout cas qui m'intéresse primordialement, et qui est de l'ordre aussi du sacré, il faut le dire, puisque, après tout, la question du Père, la question de l'énigme de la vie et de la mort, ça pourrait rester de l'ordre du sacré et non pas être livré à la science. Et d'ailleurs, la science ne résout, comme vous le voyez, pas grand-chose de notre détresse d'exister.
Alors, je ne sais plus quelle était votre question encore. C'était sur la publication des livres? Non, je ne sais plus. Oui, il y a cette idée du passage de Ah l'oralité à oui, oui, oui. l'écrit. Il y a cette prise de risque de transmission ou de non-transmission. En tous les cas, là, Non, vous avez bien, vous avez raison. bien précisé que la production, au sens de la production, elle est un peu plus compliquée que la production de valeurs marchandes, virtuelles ou matérielles, hein, dans la psychanalyse et dans le poème. Ça, c'est certain. Et vous alliez poursuivre, chère Esther. Oui, 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 je voulais dire que, vous savez, dans Lacan, il y a beaucoup de choses concernant la question de l'art. C'est quand même extraordinaire. Il l'a senti de l'intérieur. Peut-être que lui-même est artiste, comme il le dit d'ailleurs. Euh, et si vous voulez, euh, comment vous dire, je me suis contentée d'écrire, puis de présenter à un éditeur le texte. Le texte, en effet, ensuite élu, réceptionné, et bien, vous êtes un peu sous sous les phares. Enfin, vous êtes, non, vous êtes sur la scène sociale, alors que écrire n'est pas se mettre sur cette scène. Donc, évidemment, la prise de risque, elle est là. C'est une fois que vous publiez. C'est-à-dire que vous attendez forcément une reconnaissance. Vous ne pouvez pas exclure le narcissisme dont vous vous êtes dépris pour écrire. Et c'est toute la question. Et c'est toute la question. Mais soyons, soyons modestes, aucune reconnaissance ne suffit pour un artiste. Comme vous le savez, peut-être vous me direz que c'est aussi des questions de structure, mais nous avons eu trois belles expositions cette année, Nicolas de Staël, Van Gogh et Rothko, et tous trois se sont suicidés. On ne peut pas dire que Van Gogh a été reconnu de son temps, mais en tout cas Nicolas de Staël très largement, et Rothko aussi. Donc, l'on peut dire que l'artiste peut-être ne se contente jamais de cette reconnaissance. Elle n'équivaut pas à la question de la jouissance de la création. Peut-être que la prise de risque est aussi cette jouissance de la création que Lacan met sur ce bord de la perversion tout de même, hein, en disant qu'il y a bien là quand même une pulsion d'ordre sexuel et qui est détournée certes de son but, mais qui reste une pulsion sexuelle. Et donc là, il y a une prise de risque sans doute qui consisterait à peut-être être toujours en défaut par rapport à ce qui est attendu et à aller vers du côté de cet encore. Vous voyez? Peut-être du côté de la justice Euh, féminine, il faudrait y penser. Et donc, oui, il y a là quelque J'ai envie de vous dire oui, Esther Tellerman, merci pour votre ouvrage. On a dépassé 31 minutes, c'est-à-dire c'est extrêmement court, mais vous aurez remarqué que dans ce petit dispositif, nous ne sommes que deux. Et une fois enregistré, ben, nous ne serons que deux sur l'impression de l'enregistrement, mais d'autres personnes vous entendront. Et donc, je vous remercie encore pour cette confiance. De manière arbitraire, je vous propose de clôturer ce petit entretien, non pas par une incise totalement lacanienne, bien que par un dernier paragraphe qui clôture justement à propos de la sublimation, hein, un de vos chapitres dans cet ouvrage. Euh, par cette phrase. Restons fidèles à Lacan en disant que la cure peut produire une canaille, pas un artiste. Tant pis et tant mieux, puisqu'on son issue serait de se soumettre à la loi du principe de plaisir, où la jouissance de l'amour de transfert pourrait rencontrer sa limite. Je crois que l'intelligence artificielle n'aurait pas mieux fait pour réduire votre livre en une phrase. En tous les cas, j'espère que d'autres personnes pourront pas simplement nous écouter, mais le lire ainsi que vous entendre lorsque vous lisez vos poèmes ou lorsqu'il y a d'autres présentations de poèmes. Je voulais que vous lisiez ce poème, on n'a pas le temps, sauf si vous voulez le prendre. Qu'en C'est pensez-vous? encore, c'est encore notre voyage.
comme force close et votre sourire depuis la profondeur. Peut-être voulions-nous charger les navires de toutes les palmes, attendre les septembres et les songes pour mourir dans les trois saisons. Voulions-nous hanter de désert. Merci beaucoup, Franck Ancel, de cette invitation. Merci à vous, Esther Tellerman. Et donc, on se retrouve à très bientôt, hors des écrans, bien sûr. Bien sûr. Au revoir. Au revoir, Esther.